strategia, Alexandre Svechin, l'art opératif, ce sont ces trois termes conjugués que nous allons analyser dans les rendez-vous de la géopolitique aujourd'hui. Alors nous avons l'habitude d'appliquer une grille de lecture aux événements d'actualité géopolitique. Nous abordons également des thématiques historiques. Et nous avons parfois l'ambition de faire de la prospective. Mais derrière les événements, derrière l'histoire, derrière la prospective, il y a des grilles de lecture qui sont appliquées depuis et grâce à des penseurs stratégiques. C'est aujourd'hui l'occasion de faire le retour sur l'un d'entre eux avec Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, l'entrée en matière était peut-être un peu rude aujourd'hui. Strategia, Alexandre Svechin, l'art opératif. Je suis sûr que l'auteur est peu familier d'un grand nombre d'auditeurs. Strategia renvoie à la stratégie, mais encore faut-il de quoi il s'agit exactement. Et l'art opératif, voilà quelque chose qu'il faut éclairer. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir sur ces trois termes? Oui, là, il est d'autant plus important, comme vous nous y invitez, de revenir sur ces trois termes qui sont en fait la structuration même de la problématique telle qu'on la propose aujourd'hui, et que c'est vrai qu'on ressent bien qu'ils sont quand même pas spontanément parlants en termes d'évocation géopolitique. Alors, le premier terme, c'est strategia en russe. Donc, j'imagine que la transposition ou la traduction de stratégie est relativement évidente, mais ça nous amène d'emblée sur une surprise, je crois, parce que en fait, c'est le titre, d'un ouvrage, d'un manuel de stratégie, mais il s'avère que cet ouvrage a été écrit une première fois ou publié une première fois en 1926 et qu'il y a eu une deuxième édition en 1927. Et pourquoi est-il, très opportun, en particulier là, maintenant, en France, en 2026, que de s'en faire l'écho? Parce que figurez-vous, Olivier, que c'est la première fois en France qu'on a fait une traduction en français d'un tel ouvrage, en 2026. Donc il a fallu attendre 100 ans pour qu'on ait une première traduction en français. Donc il y a déjà quelque chose là, d'assez interpellant. Quant à l'auteur, Alexandre Svetsine, je pense qu'on va, en fait, se retrouver confronté au même paradoxe, parce que c'est vrai que c'est pas un nom qui vient spontanément, et je vais pouvoir, étayer mes propos par, 2 exemples ou presque 2 preuves. Parce que si on commence à prendre l'anthologie mondiale de la stratégie, telle que Gérard Chaliand l'a mis en place, des origines jusqu'au nucléaire, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on ne retrouve pas le nom d'Alexandre Svetsine dans un ouvrage dont je m'empresse de préciser aux collections, Robert Laffont, aux collections bouquins, qui fait quand même 1485 pages. Donc là, on se dit: «Tiens, ça a pas l'air quand même d'être un auteur qui est spontanément mis en avant». De même que si on s'empresse d'aller voir un deuxième ouvrage, alors qui a un intérêt puisque, en fait, là, c'est plutôt une édition américaine de 1943 qui a été fait par, on va dire, sous la supervision, d'Edward Mead Earl. C'est assez intéressant de dire 1943. Pourquoi? Parce qu'on est dans le courant de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça veut dire que tous les penseurs des années 20-30 devraient être plus facilement répertoriés, d'une part, et en plus, on est bien dans une situation où les États-Unis, les Britanniques, les Anglo-Saxons et les Soviétiques sont alliés. Or, justement, Edward Mead Earl fait un chapitre, le chapitre 14, qui est consacré à Lénine, à Trotsky et à Staline et aux maîtres soviétiques dans la guerre. Et il n'y a toujours pas d'Alexandre Svetsine. Il y a bien évidemment des noms qui nous sont forcément aussi familiers, Michal Frunze ou Mikhail Tukhachevsky, qui est certainement l'un des plus connus. Mais il n'y a pas d'Alexandre Svetsine, donc on se retrouve là un petit peu en désarroi de dire: «Tiens, il a même pas l'air d'être référencé, par des gens dont c'est, on va dire, le métier premier ou qui sont de grands connaisseurs». Donc nous voilà devant l'obligation, n'est-ce pas, d'être amenés à préciser qui est Alexandre Svetsine. Alors là, il y a 3 points. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, comme sur l'ensemble des concepts dont je pense que nos auditeurs ont déjà, compris qu'on va être amené à les décliner. Mais il y a 3 points, me semble-t-il, qui sont très importants à mettre en avant pour qu'on mesure mieux d'emblée, l'importance, de l'ouvrage qu'on va être amené à appréhender, et en termes de hiérarchisation dans la pensée stratégique, et en termes de poids, parce que j'ai envie de dire en termes de logique telles qu'elles sont en quantité telles qu'elles sont appréhendées. D'abord, c'est quelqu'un qui a combiné dans sa vie le fait de connaître la guerre en tant qu'officier. Je pense notamment à la guerre russo-japonaise 1904-1905. Ça, c'est très important. Les premières expériences telles qu'Alexandre Svetsine va les avoir,
évidemment la Première Guerre mondiale, mais de surcroît qu'il va occuper des postes d'état-major. Donc c'est là où on voit qu'il a la connaissance des combats, mais la connaissance de la planification et de la réflexion au niveau stratégique à la fin de la Première Guerre mondiale, puis sur ce qui va devenir la guerre civile. Je m'empresse de préciser d'ailleurs qu'il fait partie de ces officiers d'origine aristocratique, de Vienne, famille aristocratique, qui font le choix de l'Union soviétique et de l'armée rouge parce qu'ils considèrent que c'est ce nouvel État ou ce jeune nouvel État qui, de par les circonstances stratégiques, est le mieux à même de répondre à la situation plutôt que l'ancien empire tsariste. Donc ça, c'est très très important parce qu'on voit déjà qu'il y a une réflexion de la mise en situation d'un pays dans son contexte stratégique. Ce qui nous amène au fait qu'en plus, il va avoir les fonctions, il va diriger la chaire de la recherche historique de l'art stratégique pour l'armée rouge. Donc on voit bien qu'il il a une expérience de combattant au front, qu'il a été amené à réfléchir en tant que principal responsable d'état-major et qu'en plus, il a dirigé une école de réflexion stratégique. Le deuxième point qui paraît très très important à souligner, c'est la connexion forte, et je pense qu'il va vous faire sourire Olivier, avec Karl von Clausewitz. Parce qu'on pourrait déjà commencer par faire remarquer qu'il a fait, deuxième ouvrage principal dans ses œuvres, il a fait une biographie de Karl von Clausewitz en 1935. Donc ça veut dire qu'il a particulièrement été amené à travailler sur Clausewitz. Et c'est d'autant plus important à rappeler, Clausewitz sur lesquels on avait été amené à faire une séance des rendez-vous de la géopolitique pour tâcher d'expliquer son œuvre considérable, Vom Kriege, de la guerre, c'est d'autant plus important à remarquer que justement dans le courant des années 20 et 30, Clausewitz n'était pas forcément aussi à la mode que ça. J'en veux pour preuve que Lidl-Art, à qui on avait consacré aussi euh, une séance qu'on avait intitulée « Est-il le plus grand stratège du XXe siècle ?» Peut-être que Svetsyn va venir le concurrencer sur cette logique. Lidl-Art, souvenons-nous, était très remonté, serais-je tenté de dire, contre Clausewitz, parce qu'on sort de la Première Guerre mondiale, de ces combats qui se perpétuent sans pouvoir donner l'impression, parce qu'on est enfermé dans les tranchées, dans des combats de ligne de front, notamment, évidemment, on pense à Verdun, qui ne permettent pas de prendre l'avantage, qui se conjuguent à des boucheries qui paraissent d'autant plus insupportables qu'elles sont inutiles. Donc, en fait, Lidl-Art va être très, très critique sur Clausewitz en disant que c'est sa pensée qui va amener à ce concept. Et on voit bien ce constat plutôt, et on voit bien que si Svetsyn se fait l'ardent biographe de Clausewitz en 1935, c'est qu'il est a priori pas du tout dans cette grille de lecture, mais qu'il est même plutôt à l'opposé. Et d'ailleurs, on en a une preuve supplémentaire. Clausewitz, c'est tout simplement le penseur stratégique le plus cité dans son ouvrage Strategia, pas moins de 31 fois, comme le fait remarquer d'ailleurs la personne qui fait la deuxième présentation, parce que l'ouvrage tel qu'il est édité en France a non seulement une introduction, mais deux présentations. Donc ça laisse à penser de la nécessité que de mettre en place un certain nombre d'objets pour bien comprendre sa pensée. Et donc cette deuxième présentation, on a Patrick Bouet qui justement a un titre qui est assez intéressant parce que dans ce titre, il est question de similitude de destin et surtout de filiation de la pensée. Le terme de filiation est très proche, ce qui veut dire qu'on va forcément retrouver des logiques de Clausewitz dans la pensée d'Alexandre Svetsyn, dont l'œuvre majeure, eh bien, nous y voilà, Strategia, publiée en 1926 et rééditée en 1927. Et dans cette œuvre majeure, il y a un concept qui est véritablement clé, qui est pivot, qui est central, c'est le concept d'art opératif. Alors, vous avez recontextualisé l'ouvrage et l'auteur. Maintenant, peut-être arrêtons-nous sur le concept, justement. Art opératif, pourquoi ce concept est-il central dans la décision et la victoire, pour remporter la victoire? Alors, pour comprendre le concept tel qu'Alexandre Svetsyn va le créer, pour dire clairement les choses, il faut déjà peut-être commencer par revenir sur la hiérarchisation des actions telles qu'il pense qu'elles sont nécessaires d'être conduites à la guerre pour remporter la victoire. Ça, c'est un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va donc nous amener sur plusieurs dynamiques à prendre en considération. Je pense que le terme de dynamique tel que je l'utilise est très important. On va être confronté à une situation où effectivement, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Là, Svetsyn va d'ailleurs rajouter, à mon sens, un point qui permet d'expliquer l'opposition qu'il va avoir par rapport à Lidl-Art. Et puis, ça va m'amener à une synthèse pour essayer de comprendre, parce qu'il y a un autre terme qui est très, très important à souligner d'emblée,
c'est une articulation telle qu'il est indispensable de la mettre en place pour atteindre la victoire. Alors peut-être, pour reprendre la déclinaison telle que je me suis efforcé, je vous prie de le croire, de la mettre en place de la manière la plus simple possible. Déjà, et ce qu'il faut commencer par évoquer, c'est qu'à la page 73, dans l'introduction, Svetskin dit qu'il y a plusieurs actions. Et en fait, il y a plusieurs actions qui se déclinent principalement sur trois. Il faut conduire la guerre, conduire les opérations et conduire les batailles. Quand on dit qu'en fait, il y a plusieurs actions dans la conduite des actions de la guerre, on voit bien que quand on va évoquer conduire la guerre, conduire les opérations et conduire les batailles, là, il y a déjà une dichotomie qui vient très fortement à nous. C'est la différence entre tactique et stratégie. Et là, on voit bien que d'emblée, Alexandre Svetskin insiste sur cette différence entre stratégie et tactique. Alors d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est la précision qu'il fait dans un point, en bas de page, en bas de la page 73, parce qu'il dit bien, ou il précise bien que la stratégie poursuit des objectifs, alors que la tactique exécute des missions. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur un plan du même ordre. Et d'ailleurs, il insiste bien sur le fait que la tactique renvoie à des combats, alors qu'on va y revenir, la stratégie nécessite que d'anticiper un certain nombre d'aspects au sens large, y compris qui dépasse la seule question militaire. Là, il y a un point très important à prendre en considération. Parce qu'on voit bien que là, on est sur une dichotomie relativement classique et que d'ailleurs, il s'empresse de préciser lui-même que la tactique, c'est en fait une logique de réaction et une logique d'immédiateté parce qu'on est confronté à l'adversaire sur un champ étroit, alors que la stratégie, c'est plutôt un temps de la réflexion, de la mise en perspective et qui nous éloigne de ce combat. Donc, on voit bien que là, on sent déjà qu'il va y avoir besoin de coordonner ces deux logiques sur lesquelles le fait qu'il les décrive ainsi nous permettent de mieux comprendre qu'elles ne vont pas forcément être synchrones spontanément et qu'il va falloir donc essayer de les rapprocher. C'est ça l'intérêt de la remarque. Là aussi où sa pensée est innovante, c'est qu'il fait remarquer que la bataille décisive, c'est plus possible. C'est-à-dire que cette idée telle qu'elle a été promue par la bataille napoléonienne en particulier, donc là c'est moi qui précise, Austerlitz le 2 décembre 1805, le génie militaire de Clausewitz nous dit voilà, on va être en interaction systématiquement. La Première Guerre mondiale montre que du point de vue de Svetskin, ça n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que l'immensité des fronts à considérer, la modernisation des matériels, avec, on voit bien, les mitrailleuses lourdes et l'artillerie lourde qui favorisent la défense, la profondeur des différents fronts, dans ce sens-là, parce qu'en plus, ça peut prendre un sens différent dans la terminologie soviétique. Je m'empresse de le préciser, le terme de front pouvant donner lieu à des similitudes avec des groupes d'armées, mais là, il parle bien de profondeur de front. Et la connaissance que les adversaires ont de la stratégie, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à intégrer le fait qu'il faut faire attention, c'est un point sur lequel sera amené à revenir, à ne pas déconsidérer l'adversaire qui lui aussi est censé connaître un minimum la stratégie. L'ensemble des paramètres que je suis en train d'évoquer amène Svetskin à considérer qu'on n'atteindra pas l'objectif en une bataille décisive formidable, mais dans la succession bien comprise de la conduite d'opérations qui, par ailleurs, ne peuvent ne pas se localiser dans la même géographie, dans le même espace-temps et sur les mêmes objectifs. Et là, tout d'un coup, on sent qu'il y a un interstice, n'est-ce pas, qui est en train de se mettre en place, un intermédiaire indispensable qui va devoir essayer de mettre un peu comme de l'huile dans les rouages, parce que pour qu'il y ait une synergie entre la tactique et la stratégie, il va falloir qu'il y ait un art opératif qui permette à la tactique d'intégrer les objectifs stratégiques, mais à la stratégie de prendre en compte la réalité de la tactique. Donc en fait, on a un art opératif qui est le prolongement de la tactique, mais un art opératif qui lui-même va être prolongé par la stratégie. Donc là, je pense que c'est très important à comprendre. Je refais déjà une première synthèse. C'est l'évolution des combats au niveau tactique qui rendent impossible le fait qu'une seule victoire tactique permette de remporter une victoire stratégique, mais plutôt une succession de logiques
d'opération qui rend indispensable l'art opératif, qui va permettre une synchronisation entre la tactique et la stratégie. Alors en plus, il y a un deuxième prolongement fort. C'est-à-dire qu'en plus, là aussi, Svetskin insiste, quelle surprise, quand on sait à quel point on a dit qu'il avait une filiation avec Clausewitz, il insiste sur le fait qu'il y a une nécessaire continuation entre la stratégie militaire et la politique. Et là, il suffit de regarder les deux citations telles que certainement Philippe Larocque, notre ami qui met toujours les montages de nos séances avec une magnifique précision, est en train de les mettre en place, parce qu'on voit bien que justement sur ces deux citations, tandis qu'on est en train de les avoir, la citation assez connue de Clausewitz sur la continuité de la guerre dans la politique, mais on voit bien que la phrase de Svetskin et ça s'inscrit aussi dans cette continuité. Donc en plus, il y a une continuité de la stratégie avec la politique. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend bien compte que chez Svetskin, il va y avoir un certain nombre d'aspects qui dépassent et de loin les seuls aspects politiques et qui vont sur l'aspect économique. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit parce que c'est ce qui va expliquer, par exemple, qu'il a une vision totalement différente d'un maréchal soviétique avec qui il va être en opposition forte, qui est donc en fait Toukhachevski, parce que Toukhachevski est sur une interprétation différente d'une situation qui est identique. Je m'explique. Une relative faiblesse à l'époque, encore dans les années 20 et au début des années 30, sur l'industrie soviétique et sur les moyens soviétiques. Et donc Toukhachevski part du principe qu'il faut pratiquement devancer les menaces, soit la Pologne, soit d'une Allemagne qui serait renaissante, en partant à l'offensive et en se lançant à l'offensive pour essayer, dans une sorte de guerre préventive, de rompre cette menace. Ce à quoi Alexandre Svetskin fait remarquer que ça dépasse et de loin les moyens économiques et industriels de l'Union soviétique et que c'est une grave erreur dans la continuité de la pensée stratégique qui doit intégrer les paramètres économiques que de penser qu'on peut avoir une telle stratégie. Au contraire, il faut être sur la défensive. Je serais amené à revenir, non pas parce qu'on est un tenant de la défensive, mais parce que les circonstances et stratégiques, politiques et économiques nécessitent qu'on soit dans une telle application. Donc là, on se rend bien compte qu'on est sur une interaction forte entre tactique, art opératif, stratégie, politique et économie. Et quelque part, en synthèse, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que grâce à Svetskin, on comprend mieux qu'on est confronté à un immense paradoxe. Ce paradoxe, c'est que la tactique et la stratégie obéissent à deux dynamiques qui fonctionnent sur des temps totalement différents. Et ce dont on se rend compte, c'est que le problème, c'est qu'en réalité, on est face à, évidemment, une logique où on a peut-être des victoires potentielles sur des batailles, mais qui, nonobstant le fait qu'on remporte des batailles, ne vont pas permettre de remporter des guerres, parce qu'on est en réalité sur deux dynamiques qui non seulement sont autonomes, mais sont même antinomiques, en fait. Et donc, tout l'objet de l'art opératif va essayer de les remettre en symbiose. Et je crois que la meilleure façon, finalement, que de définir l'art opératif, c'est peut-être aussi de reprendre la définition telle que d'ailleurs Benoît Billan et Jean Lopez la mettent en avant à la page 21 d'un ouvrage qui est Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif. J'en profite pour préciser que Benoît Billan est certainement le plus grand connaisseur en France de l'art opératif et c'est lui qui a vraiment réintroduit cette connaissance de l'art opératif. Il faut quand même le souligner et lui rendre hommage de ce point de vue-là et d'Alexandre Svetskin. Et donc, cette définition d'ailleurs qu'il emprunte en particulier à Svetskin, c'est que finalement, c'est que l'objet de l'art opératif est précisément de fournir le moyen d'employer les combats favorablement à la guerre. Ce qui est extrêmement intéressant dans l'articulation que vous avez conduite, moi je l'ai vu, j'ai eu une image d'engrenage. Les engrenages les uns dans les autres, l'action sur l'un va produire un effet sur l'autre, à droite, à gauche. Et donc on avait vu qu'il y avait une sorte de vacance ou de trou entre la tactique et la stratégie qui venait être remplie par ce rouage qu'est l'art opératif. Mais il ne faut pas oublier en bout de chaîne non plus la politique et l'économique. Et c'est vraiment crucial de penser ces quatre liaisons pour pouvoir conduire à la victoire. Mais pourquoi? L'art opératif devient finalement, à travers la définition qu'on en donne, non seulement très important pour pouvoir espérer atteindre la victoire, mais on peut même souligner qu'il devient indispensable pour atteindre la victoire. Pourquoi? Parce qu'il permet d'éviter deux écueils qui sont très très forts.
Le premier écueil, on le voit bien, c'est qu'il n'y ait pas de correspondance et qu'il y ait une coupure entre la tactique et la stratégie. Mais le deuxième écueil, c'est qu'il n'y ait pas de correspondance et qu'il y ait une coupure entre la stratégie et la dimension politique. Alors essayons justement de penser ces liaisons et ces dangers. Quel serait l'impact de cette déliaison entre la tactique et la stratégie? Alors ça, c'est peut-être, finalement la coupure ou la césure que je qualifierais comme étant la plus classique ou la plus aisément perceptible. D'ailleurs, si on reprend, l'ouvrage «Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif» qu'on a précité, tout à l'heure de Benoît, Vian et de Jean Lopez, le titre qui est à la page 13 de la première partie le montre bien, puisque en gros, c'est le divorce millénaire entre la tactique et la stratégie. Donc là, on voit bien que l'idée consiste à dire: remporter des batailles, ça ne suffit pas à remporter des guerres, donc il va falloir qu'il y ait quelque chose qui permette une continuité, ou on pourrait presque dire une transformation, pour utiliser un terme rugbyistique, une transformation de la victoire tactique à la victoire militaire. Et là, me semble-t-il, on pourrait mettre en avant trois exemples qui viennent spontanément assez facilement étayer ce qu'on est en train de dire. D'abord, comment ne pas penser au grand stratège Hannibal, puisque on sait bien qu'il a été l'un des plus dangereux adversaires que Rome ait rencontré sur toute la période de l'histoire romaine, moins 720 à plus 476, qu'il a remporté une immense victoire, peut-être la plus grande victoire contre les Romains, la bataille de Cannae en 216 avant Jésus-Christ. Et nonobstant ça, il n'arrive pas à prendre Rome et il finit même par perdre la deuxième guerre punique, ce qui fera dire à l'un de ses généraux, en tout cas c'est comme ça que c'est rapporté, parce que bien sûr c'est pas toujours possible d'étayer les faits. Hannibal, tu sais remporter les victoires, mais tu sais pas gagner les guerres. Donc on voit bien que dès le départ, on a ce hiatus. Ensuite, il y a un autre aspect qui n'est pas inintéressant, parce que là, c'est Alexandre Svetsine lui-même qui l'évoque, c'est que le haut commandement allemand a remporté un grand nombre de victoires, mais au niveau des opérations. C'est-à-dire que là, on est même au-delà des victoires tactiques, on est même dans le prolongement, et il pense notamment aux opérations en 1917 sur le front oriental, ou en 1918 les premières du printemps, mais il fait remarquer que nonobstant ces victoires qui sont dans la conduite des opérations, l'Allemagne perd la guerre malgré un certain nombre de succès opérationnels en 1918. Et puis, a posteriori, puisque Alexandre Svetsine est décédé en 1938, on pourrait faire remarquer que les Allemands ont été des grands créateurs et innovateurs au niveau tactique. Je pense notamment à la Blitzkrieg qui va permettre à l'armée allemande d'asseoir sa suprématie au moins du 1er septembre 1939 jusque justement aux portes de Moscou en décembre 1941. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'Allemagne est vaincue et défaite le 8 mai 1945. Donc là, on voit bien que justement, le premier grand intérêt de l'art opératif consiste à essayer de pallier l'inconvénient qu'il y aurait entre cette césure qui consiste à remporter des batailles, mais être défait à la guerre. Et il y a un deuxième danger, Fabrice, c'est l'articulation, c'est le danger posé par l'articulation entre stratégie et politique. En quoi ça peut jouer sur la victoire? Alors ça, c'est peut-être même encore presque plus important. Et c'est plus important, en tout cas dans l'esprit d'Alexandre Svetsine, parce qu'il a été témoin, en fait, contemporain, de cette erreur redoutable qui finalement a surtout été mise en place par le haut état-major allemand. Parce que là, on se trouve face à un paradoxe, que je t'avais d'ailleurs souligné dans la séance de Karl von Clausewitz, c'est qu'on se rend peut-être compte que ceux qui ont le plus mal compris et utilisé Clausewitz, paradoxalement, bah, c'est le haut état-major allemand. Je pense notamment à Moltke l'Ancien, tel qu'on le dit, et surtout ensuite à Ludendorff, et qui va perpétuer cette erreur. À quoi est-on en train de penser? Dans Clausewitz, il y a l'idée d'une subordination de la guerre à la politique. Dans Svetsine, il y a l'idée de cette même subordination, mais non seulement de la guerre, mais de la stratégie à la politique. Donc, il n'est pas possible que les militaires puissent s'arroger la liberté d'être totalement indépendants dans leur choix une fois que la guerre est commencée, puisque justement, il y a tous les paramètres qu'il va falloir prendre en compte.
Or, ça, c'est l'objet d'une très, très grande explication et d'un très long développement sur un point entre les pages 109 et 110 par Alexandre Jevtsin lui-même, parce que le constat qu'il est en train de faire, c'est que finalement, dans l'action telle que les généraux allemands l'ont mise en place et dans les écrits que Ludendorff va faire postérieurement à la Première Guerre mondiale, il en finit par synthétiser la pensée de Ludendorff en disant, finalement, pour lui, la guerre n'est que la continuité, mais seulement de la politique internationale par d'autres moyens. Donc on voit bien qu'en fait, c'est même plus la politique, c'est uniquement la diplomatie, et en fait, c'est même la diplomatie qui est remplacée par la guerre. Donc là, il n'a de cesse de dire, ça, c'est très dangereux, parce que en fait, c'est le plus sûr moyen de ne pas atteindre l'objectif. Donc là, on est véritablement, il insiste énormément sur ce point-là. Ça me permet de revenir sur cette opposition entre Tukhachevski et Alexandre Jevtsin. Parce que Jevtsin insiste d'autant plus sur la nécessité que d'être dans la défensive, que justement, il y a tous ces paramètres qui ne sont pas directement liés à la stratégie militaire, mais qu'il faut prendre en compte. Le temps de mobilisation des troupes, la profondeur territoriale telle que la Russie l'a et qui permet justement de concéder du terrain pour gagner du temps. Et ça, c'est propre à la Russie. Aucun autre État, par exemple, n'est dans cette situation-là. Donc, on voit bien que circonscrire la seule pensée stratégique à une dimension militaire, non seulement atrophie cette pensée, mais l'empêche paradoxalement d'atteindre la victoire, puisqu'on ne prend pas en considération, en plus, des paramètres qui sont de l'ordre de la politique. Alors là, évidemment, il y a deux exemples qui ne peuvent que nous venir à l'esprit. Dans la continuité, d'ailleurs, d'une de nos séances précédentes qu'on avait été amené à faire sur la comparaison entre l'Iran et la guerre du Vietnam, il y a la guerre du Vietnam telle que les Américains l'ont conduite de 1954 à 1974. Parce que là, ça va peut-être permettre à nos auditeurs de encore mieux comprendre ce qu'on est en train de mettre en place. Finalement, la guerre du Vietnam, c'est quasiment une suite ininterrompue de victoires américaines au niveau tactique et justement au niveau opérationnel. Oui, mais ils s'en vont. Et ils s'en vont parce qu'on pourrait presque même dire, malgré le fait d'ailleurs que la stratégie militaire avait l'air d'être adaptée. C'est-à-dire que là, on prend même une étape supplémentaire. Mais pourquoi ? Parce que cette stratégie militaire ne permet pas d'atteindre l'objectif politique. Or, l'objectif politique consistait à décourager le Nord-Vietnam de prendre le Sud-Vietnam. Et donc, on voit bien qu'on a beau remporter des victoires sur le terrain, si on n'intègre pas un certain nombre de paramètres qui sont complètement en dehors de la seule sphère militaire et qui sont liés à la sphère politique, on se retrouve finalement en situation d'échec, quels que soient les succès militaires qu'on ait remportés par ailleurs. Le deuxième exemple, je mettrai moins de temps pour le développer, puisque ça en est, j'ai presque envie de dire, le pendant quasiment parfait, c'est l'intervention américaine en Afghanistan de décembre 2001 jusqu'en août 2021, parce qu'on se retrouve exactement dans cette situation où, malgré le fait, ou nonobstant des victoires militaires sur, on va dire, les trois dimensions, on se retrouve dans la nécessité que de partir. Et donc, ça permet de souligner, parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite, le Vietnam et l'Afghanistan, ce n'est pas des défaites militaires, c'est des défaites politiques. Parce qu'on n'a pas fait le lien entre la stratégie militaire et la stratégie politique. C'est clair. On voit donc l'articulation entre les quatre termes, tactique, art opératif, stratégie et politique et économie. On va encore enrichir le schéma avec deux logiques qui sont sous-jacentes et qui sont des conséquences de ces articulations. Oui, et avant d'énoncer ces deux logiques, vous me permettrez d'attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que chacune d'entre elles va induire que Jevtsin demande aux praticiens de la stratégie de la souplesse. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter un écueil qui est très dangereux de son point de vue, qui consiste à répéter de façon automatique un certain nombre de règles, parce que là, ça veut dire qu'on va s'enfermer dans des logiques. Et page 64 de son ouvrage, d'ailleurs, il a une formulation qui est assez simple. Il n'y a pas de règles ou il n'y a pas lieu d'avoir de règles dans le domaine de la stratégie. Donc, en fait, l'idée consiste à ne pas être assujetti à un dogmatisme. Et là, il y en a un premier exemple qui, me semble-t-il, est très intéressant. C'est quelle doit être l'attitude du commandement, du haut commandement, jusqu'au niveau de la troupe, au niveau tactique. Quelle doit être, l'attitude que le commandement doit avoir dans la chaîne de commandement. Et là, c'est très important parce que ça renvoie à deux termes, un allemand, Auftragtaktik, et un américain, le Mission Command, parce qu'en réalité, on est là sur la fameuse question qui existe toujours aujourd'hui,
quel est le degré d'autonomie qu'on doit donner aux officiers qui sont directement confrontés à la situation sur le terrain par rapport aux ordres initiaux tels qu'on leur a donnés. Parce que là, on voit bien que si on est totalement figé avec une logique pyramidale ou hiérarchique, le risque, c'est on prive de toute initiative l'ensemble des officiers qui sont sur le terrain. Donc, on risque de subir la défaite parce que si on leur laisse aucune initiative, ils ne seront pas dans la capacité de s'adapter aux évolutions telles que l'adversaire va les mettre en place. Mais à contrario, si on leur donne une trop grande liberté, ça ne va pas permettre de mettre en place une certaine cohésion et de coordonner l'ensemble des logiques telles qu'elles sont nécessaires. Vous me permettrez de faire remarquer d'ailleurs qu'en français, il y a plusieurs traductions sur ces termes-là et que j'ai tendance à considérer que celle qui me paraît la plus opportune ou celle que je favorise plus, c'est la tactique de commandement. Mais là, il faut faire attention parce qu'évidemment, le terme de tactique peut nous induire en erreur parce qu'on pourrait croire, là, vous parlez de tactique. Non, je parle de la tactique telle que le commandement doit le mettre en place dans la chaîne de commandement du plus haut de la hiérarchie au plus bas de la hiérarchie. Or là, qu'est-ce qu'on constate ? Que l'une des grandes faiblesses de l'armée rouge ou de l'armée soviétique et de l'armée russe aujourd'hui, c'est toujours le manque de sous-officiers chronique qu'il y a eu. Or, il est évident, c'est un point sur lequel on va revenir, qu'il faut une très grande formation et une très grande culture et une très grande compréhension de la stratégie. Donc, ça veut dire qu'il faut presque qu'on ait des sous-officiers ou des officiers de terrain qui aient le même degré de compréhension de la stratégie que les officiers de l'état-major qui sont en train de la concevoir pour pouvoir l'appliquer correctement et pour pouvoir en faire une interaction. Et ça, on sait bien que c'est quelque chose qu'on avait dit dans une séance où on avait justement commencé à mettre en perspective souvenons-nous, comment les militaires s'efforcent-ils de remporter la victoire. C'est une séance précédente. Et on avait bien dit que l'un des paradoxes du traité de Versailles, c'est qu'ils condamnaient les Allemands à pas dépasser 100 000 hommes, mais qu'en faisant ça, finalement, ils en faisaient une armée professionnelle de 100 000 officiers qui, quand elle serait amenée à se redévelopper avec le réarmement en 1935 et les lois de réarmement en 1935, on a affaire à des gens qui sont tellement bien formés que justement, il va y avoir tout un corps de sous-officiers qui va être à même de mettre en place, on va dire, cette autonomie. Mais donc là, ce qu'on est en train de dire et qu'on voit bien, c'est que tout dépend de la situation dans laquelle on est. Et que donc, il ne faut pas arbitrairement choisir, soit d'être dans une logique pyramidale, soit dans une logique de mission command ou d'offstrike tactique, mais que tout dépend de la situation, de l'outil militaire tel que vous l'avez, qui doit ensuite vous amener à faire le choix, qui peut d'ailleurs évoluer, suivant que les effectifs et que les qualités des effectifs que vous avez aux dispositions changent. Donc là, on voit bien qu'en plus, il insiste sur une très grande souplesse. Alors, il y a une deuxième souplesse qui est attendue et qui est la deuxième logique sous-jacente qui va surgir. C'est la posture stratégique. Et ça, c'est un fameux débat qu'ont très souvent les militaires, mais qui va au-delà. Faut-il choisir une posture offensive ou faut-il choisir une posture défensive ? Et là, on voit bien que Et là, Svechine dit pareil. Pardon pour ce terme spontané. C'est une question de souplesse. Il ne s'agit pas de façon dogmatique. C'est très intéressant parce qu'il dit même la dialectique ne doit pas nous amener à un dogmatisme. Donc là, j'envoie aux spécialistes de la pensée soviétique. La dialectique est un outil intellectuel indispensable pour rationaliser la pensée, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut la figer. Donc, il ne s'agit pas de choisir offensive ou défensive, il s'agit de comprendre dans quel contexte, dans quelles circonstances sommes-nous. Donc, ça renvoie déjà à ce qu'on a été amené à évoquer comme différent avec Tukhachevski. Mais là où ça me paraît le plus intéressant à développer, c'est qu'on voit bien la fameuse filiation qu'on a évoquée précédemment avec Clausewitz, parce qu'on voit bien que là, il y a un écho, qui est un point que Clausewitz, je fais allusion aux éditions Lebovici de From Kriege de la guerre pour l'ouvrage de Clausewitz, puisque dans la pensée de Clausewitz, il y a une courbe d'intensité stratégique qui est édictée de la page 498 à la page 500 dans l'édition précitée. Et cette courbe d'intensité stratégique, elle est très importante à avoir à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'expliquer le point culminant et la force décroissante de l'offensive. Parce qu'en réalité, Svechine, interprétant Clausewitz, fait remarquer une chose. Vous pouvez être amené à être sur la défensive ou sur l'offensive suivant les moyens et les circonstances. Parce que cette courbe d'intensité stratégique, que signifie-t-elle ? Que tout attaquant a bien sûr une immense synergie dès le départ, mais en réalité, l'offensive va s'épuiser au fur et à mesure. Donc, il va y avoir finalement une dynamique qui va nous amener jusqu'à un point, on va dire,
optimal, mais qu'il faut prendre garde parce qu'une fois ce point optimal atteint, même si vous perpétuez l'offensive, vous allez avoir des forces qui sont déclinantes parce que vous commencez à avoir de l'attrition en termes d'effectifs, en termes de munitions. Donc finalement, votre offensive perd de l'élan. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que Clausewitz parle même du point culminant de la victoire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. De même que pour celui qui est sur la défensive, il faut savoir apprécier ce point culminant, c'est-à-dire résister jusqu'à temps qu'on sente que l'adversaire ait atteint ce point culminant, ce qui vous permet vous-même de passer à l'offensive et de le faire basculer à la défensive. Ça explique d'ailleurs beaucoup de logique des opérations soviétiques telles qu'elles ont été menées. Je pense notamment à la bataille de Koursk, où là, les soviétiques, malgré le fait qu'ils sont en très grande supériorité matérielle et parce qu'ils sont informés de l'offensive allemande, vont laisser les Allemands lancer l'offensive pour pouvoir mieux ensuite lancer eux-mêmes une contre-offensive. Donc, ce que Alexandre Svetsine met en avant là, c'est que là aussi, il ne s'agit pas dogmatiquement de choisir la défensive ou l'offensive, mais de pouvoir apprécier de façon opportune la réalité de la situation en combinant l'ensemble des paramètres tels qu'on les a énoncés, ce qui permettra de remporter la victoire parce qu'on sera synchrone entre la situation et les opérations telles qu'on peut les conduire. On a effectué le cheminement, Fabrice, entre tactique, art opératif, stratégie, politique. Si on en revient au livre, il y a encore un foisonnement de notions, de concepts qu'on n'a pas pu aborder. Vous avez vu que la séance est déjà dense. Mais si il fallait en retenir un autre qui vous plaît particulièrement. Je pense que le concept de fraction est très intéressant parce que là aussi, on voit bien que Svetsine s'appuie sur la pensée de Clausewitz, mais il innove, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Parce que là, il inclut une dimension supplémentaire. Il fait remarquer qu'il y a une propension qui est assez problématique. C'est le fait que quand on est dans une perspective stratégique face à un adversaire, et je pense que là, ce qu'on est en train de dire on pourrait même dire face à un concurrent, parce que là, on peut même élargir le champ d'application à la macroéconomie. On a tendance à considérer qu'on fait face à une sorte d'entité monolithique qu'on doit affronter. Or là, on voit bien qu'en fait, ce qu'il est en train de mettre en avant, c'est qu'on sous-estime totalement la structuration de l'opposant ou de l'adversaire ou du concurrent, et qu'en fait, il faudrait y regarder de plus près parce qu'il y a forcément des forces différentes qui sont amenées à s'affronter, d'où le terme de fraction, et qu'il est d'autant plus opportun que de l'observer qu'il y a une certaine fragilité forcément qu'il va y avoir chez l'adversaire et qu'on va peut-être pouvoir jouer sur cette fragilité. Donc là aussi, on se retrouve dans une logique de souplesse. Là aussi, on se retrouve complètement éloigné du dogmatisme et on se retrouve dans une pensée dont je trouve qu'on voit bien qu'elle est magnifiquement ciselée parce qu'elle consiste à, en plus, faire très attention à l'opposant ou à l'adversaire, ce qui explique d'ailleurs dans la continuité de nos propos précédents qu'il est impossible de mettre en place une stratégie sans prendre en considération des dimensions, on va dire, derrière le front et politique, parce que justement pour qu'une stratégie soit efficace, encore faut-il savoir quel est l'état d'esprit, la cohésion ou le manque de cohésion de l'adversaire. Parce que c'est clairement à ça qu'on est en train de faire allusion. Or, il a tendance à considérer que dans les champs de bataille du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, on a tendance à considérer qu'il y a deux souverains qui s'affrontent. Frédéric II, par exemple, on a fait aussi une séance sous Napoléon, mais qu'on n'a pas tendance à regarder avec la montée des idéologies et des politiques, les nuances qu'il pourrait y avoir dans les sociétés. Et là, il y a un exemple qui me paraît très important à mettre en évidence, dont je trouve d'ailleurs que c'est rarement fait, parce que à quoi suis-je en train de penser? À l'incompréhension manifeste, quand on prend en considération cette notion d'Alexandre Svetsine, à l'incompréhension manifeste des généraux français et des femmes ou des hommes politiques françaises dans les années 30 sur ce qui se passe en Allemagne. Ce qui me frappe, c'est que, en fait, après le 30 janvier 1933, qui voit donc l'arrivée d'un nouveau chancelier en Allemagne, l'idée qu'on a justement en France, c'est qu'on appréhende l'Allemagne, ou on envisage l'Allemagne comme un bloc uni, dont on ne perçoit pas forcément les nuances. Pourtant, il y en a une qui est très importante. C'est que le haut état-major allemand est principalement constitué d'officiers prussiens, les fameux Junkers, qui sont de la vieille école ou de la vieille aristocratie, c'est assez facile à dire, et que la plupart d'entre eux gardent leur affection
et leur obéissance envers le Kaiser Guillaume II qui s'est enfui aux Pays-Bas et envers l'Empire. Donc il y a une vraie dichotomie, fragilité, et on en a une preuve. C'est justement, on va dire, le fait qu'il y a un phénomène de, de, de purge, même si on a plus l'habitude de l'utiliser dans le système soviétique, qui est fait à l'encontre d'un certain nombre de chefs d'état-major allemands dans les années 1938, qu'aurait dû attirer l'attention. Or, ce qu'on voit bien, c'est qu'on ne comprend pas du tout cette situation. Et là, il y a un film qui est magnifique et qui montre très bien ce qu'on est en train d'expliquer, c'est Les damnés de Visconti. Parce que quand on voit cette scène avec la table au départ du film, où en réalité, il faut bien comprendre que chaque personnage joue le rôle d'une partie, d'une des classes de la société allemande, sociodémocrate, la vieille aristocratie prussienne, etc., on se rend compte, quand on voit évidemment ce grand propriétaire industriel, on sent bien que c'est la famille Krupp quand même qui fait allusion, et il y a une phrase qui est exceptionnelle dans ce film. Et ouvrez, fermez les guillemets, nous savons bien que nous n'avons aucune incointance particulière pour ce monsieur. Donc en fait, il y a une sorte de dédain, il y a une sorte comment dire, de volonté de ne pas être assimilé à quelque chose qu'on considère comme trop révolutionnaire ou populiste. Et c'est pas du tout compris, ça. Et c'est ce qui fait qu'en 1936, quand il y a la récupération de la Rhénanie, la France reste pusillanime dans sa réaction, alors que, à l'aune du concept d'Alexandre Svetsine, on pourrait envisager que si la France avait envoyé 2 ou 3 divisions, d'ailleurs, les généraux allemands avaient dit qu'il fallait se retirer immédiatement dans une telle hypothèse, on aurait enfoncé un coin supplémentaire entre une méfiance réciproque. Or, les succès politiques qui vont être remportés sur la Rhénanie, sur l'Anschluss et sur le 30 septembre, le traité de Munich, vont paradoxalement rapprocher l'état-major allemand, qui est bien obligé de constater qu'il y a des succès politiques. Donc cette notion de fraction me paraît essentielle, parce qu'on voit bien que là, la pensée d'Alexandre Svetsine, finalement, est très judicieuse et nous emmène sur des perspectives dont on voit bien qu'il a cherché à les appréhender de façon exhaustive. Alors, allons sur ces perspectives et peut-être sur l'enseignement majeur qu'on peut retenir de cette séance. Enseigner, c'est aussi souligner la nécessité d'apprendre sans a priori. Enseigner, c'est aussi souligner la nécessité de comprendre. Et donc, enseigner la stratégie pour mieux comprendre comment éviter des guerres aventureuses. C'est certainement un enseignement qui est très très précieux en 2026 et qui renforce la nécessité que de lire Strategia d'Alexandre Svetsine. Pour enseigner, il faut lire, et c'est aussi l'une des leçons des rendez-vous de la géopolitique. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.